Je vais vous parler dans le sepsis. Alors je vous dis qu'aujourd'hui, si on a l'IHU en plus, c'est la journée mondiale du sepsis. On l'a ouverte hier après-midi à l'Institut Pasteur. Donc j'espère que vous étiez au courant. Si vous n'êtes pas au courant, on était à l'Institut Pasteur parce que probablement vous n'étiez pas au courant et qu'il y a un défaut de connaissance du sepsis en France qui a agacé la ministre. Et donc il faut, voilà, j'espère que l'année prochaine, il y aura une manifestation pour la journée mondiale du sepsis qui a lieu chaque année à cette date-là. Donc je vais vous parler du sepsis et de l'infection. Alors je vais me servir de diapos qui sont déjà passés, parce que forcément, c'est celle du bas. Celle du bas. Donc on a parlé beaucoup du genre et du sexe et de l'infection, et au bout d'un moment, on se dit finalement comment on peut s'en servir en pratique. Alors vous voyez, il y a les maladies. Là, c'est les maladies cardiaques qui sont prédominantes chez l'homme. Alors, il y a des maladies aussi qui sont prédominantes chez la femme. Et c'est notamment tout ce qui est les maladies inflammatoires. Vous voyez, donc, il y a vraiment les maladies sont genrées, comme on dit sur France Inter. Et donc, on peut se dire comment on peut se servir de ça. Et une des solutions, finalement, c'est de répondre. Ça va être peut-être la première étape d'une individualisation des traitements. Tous les gens qui sont contre les protocoles, qui disent que les protocoles en médecine sont faits pour les idiots, ils disent qu'il faut individualiser les traitements et finalement on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et dans l'équipe, on s'est dit peut-être que la première individualisation, c'est de ne pas traiter les hommes et les femmes de la même manière dans une maladie où la mortalité est inégale. Et donc ça, vous avez vu, alors ça c'est le sepsis, hein, c'est donné sur le sepsis, vous voyez, il y a à peu près 40% de femmes et 60% d'hommes. Vous avez tout ça, et là la fièvre Q, la légionellose, la tuberculose. Hein. Même sur les sites d'infection, alors probablement, souvent pour des raisons anatomiques qui sont très explicables, hein, il y a une différence d'infection. Les pneumonies sont plus fréquentes chez les hommes, les péritonites, c'est un peu plus fréquent chez les hommes, ça tend à être égal, et les infections urinaires, par contre, sur la longueur de l'urètre, hein, sont plus fréquentes chez les femmes. Alors finalement, on a un dimorphisme sexuel qui peut être, on en a parlé plus tout à l'heure, hein, qui peut être dû à l'équité, ou au manque d'équité, aux hormones, où finalement on a quand même quelque chose qui nous différencie, c'est que les femmes sont XX et les hommes sont XY, et ça peut avoir un petit impact. Donc la première chose qu'on voit, on va passer vite parce qu'on a eu un topo qui est de notre qualité lumière, hein, qui est fait par un vrai expert, c'est finalement l'effet du genre sur l'équité. Parce que finalement, on a des professions qui tendent maintenant à devenir toutes pareilles, mais pendant des années, par exemple, l'exposition à l'amiante sur un chantier naval, c'était plutôt un métier de mec plutôt qu'un métier de fille. Les loisirs sont même là aussi, si ça s'égalise, pendant longtemps, les mecs sont un peu plus cons souvent que les filles. Hein. Le style de vie est un peu différent, et même l'accès aux soins est différent. Alors, je vais vous montrer une histoire. Alors, je vais d'abord vous parler de la fièvre Q. Donc, vous avez vu le ratio, vous connaissez. Alors, c'est une étude faite ici, hein, pas Hervé. Et on peut se dire qu'il y a les épidémies, c'est souvent autour des tons de berre, et finalement, on pourrait se dire, comme c'est aéroporté à partir des troupeaux qui sont en Camargue, c'est une maladie du gars qui va chasser. Et comme il va chasser le matin, là, il boit un coup, et puis il y a les aérosols avec une traque qui se lève, il rentre chez lui, et c'est pour ça qu'il a la fièvre. Finalement, c'était vachement intelligent de faire la séroprévalence pour montrer que non, c'est pas ce phénomène, mais ça aurait pu être un phénomène, donc il faut tout prendre en compte quand il y a une maladie infectieuse, surtout aéroportée. La deuxième chose, on l'a vu, hein, c'est la détection, et c'est le papier qu'Olivier vous a montré, hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la détection, pour la tuberculose, ça a été, ça c'est donc une étude mondiale dans les pays à faible revenu. C'est l'étude qui a été montrée tout à l'heure, une meilleure détection chez les femmes que chez les hommes, ce qui est assez neuf. Et puis il y a des résultats qui sont plus inattendus, par exemple, alors on revient au sepsis, quand vous allez dans les urgences au Canada, hein, c'est pas un pays très très genré, on va dire, en termes d'accès aux soins, c'est inégal entre les hommes et les femmes. Et vous savez, ou vous ne savez pas, si vous ne savez pas, vous le saurez maintenant, la première chose à faire quand on a un patient qui avec des signes de sepsis de gravité, c'est de lui donner des antibiotiques dans la première heure. C'est ça qui sauve la vie, leur vie en tout cas. Et les femmes attendent dans les urgences canadiennes
31 minutes de plus de recevoir un antibiotique par rapport aux hommes. Et, et quand on regarde quel est le délai de recevoir un antibiotique, le plus fort de ratio, c'est le fait d'être une femme. D'accord? Pourtant, c'est pas le Canada. On n'est pas. Donc voilà, finalement, quand on a une femme dans les urgences, elle attend plus d'avoir des antibiotiques qu'un homme. Et puis, vous voyez, là, c'est en France, ça c'est dans les réanimations. Alors, on pourrait faire beaucoup mieux, et on a maintenant des outils avec le codage qui pourraient nous permettre de faire beaucoup mieux, mais le niveau de soins en France dans les réanimations est équivalent entre les hommes et les femmes. Quand on regarde finalement une large cohorte, vous voyez, alors il y a la règle du petit p, qui est le sacro-saint, mais c'est quand même pas totalement également réparti en termes de ventilation mécanique, en termes de cathéter, en termes de support d'organes, en termes d'antibiotiques. Alors là, le petit p est à 0,08, donc c'est pas significatif, mais il y a quand même des différences et des tendances sur des nombres assez faibles de patients finalement, et puis des durées de séjour qui sont pas tout à fait pareilles, mais ça peut être la sévérité qui est différente, alors, du fait qu'il y a en plus une surmortalité masculine. Donc ça, c'était l'unicité des soins, on l'avait déjà vu. Il y a tout ce qui est cariotype. Alors, je ne suis pas super confortable là-dessus, mais vous avez chez les femmes XX et chez les hommes XY. Donc, si vous partez du principe qu'il y a une variabilité de X, elle va être beaucoup plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Et donc, comme vous avez, alors on va prendre cet exemple, qui est le X qui conditionne ce récepteur, je vais dire un récepteur, qui va être donc beaucoup plus variable. Il va y avoir un nombre d'AL différent entre les deux sexes. Comme les hommes ont un seul X et que les femmes ont deux X, s'il y a un variant, il va être beaucoup plus fortement exprimé relativement chez l'homme que chez les femmes. Donc là, on prend un variant chez des patients traumatisés. Donc c'est un modèle d'infection, comme un autre. Pas d'infection, mais d'inflammation. Donc il y a un variant qui sort dans 12% des cas, et il est chez 88% des hommes, 67% des femmes, parce qu'il est plus exprimé chez les hommes. Et comme ce variant de l'IRAK1 impact sur la mortalité et les différents organes, finalement, on aura plus d'hommes qui mourront et qui font des différents organes que de femmes. Et là, c'est lié au cariotype. La dernière explication, ce sont les hormones. Alors, on va revoir des choses qui ont déjà été vues. Donc, c'est le papier qu'on avait fait. Alors, il y a un moment dessus, mais c'était vraiment la solidarité dans l'équipe de France de foot. C'était rien à côté de ce qui s'est passé dans le laboratoire à cette époque-là. Donc, c'est vraiment un truc d'équipe. Donc, on avait infecté des souris mâles, des souris femelles. Et on avait montré qu'il y avait plus de bactéries et plus de granulome chez les mâles que chez les femelles. Donc, une expression de la maladie qui était plus augmenté chez les mâles. On n'avait pas fait de mortalité, ce n'était pas une étude de mortalité. Et finalement, le premier traitement auquel on peut penser, c'était l'œstradiol, puisqu'on donnait l'œstradiol, aussi bien à des... Alors, on ne donnait l'œstradiol qu'à des femelles. Ça, c'était fait que chez les femelles. Quand on donnait l'œstradiol, ça corrigeait, en fait, la castration qu'on avait. Alors, la première chose, c'est que la castration augmentait le nombre de bactéries ou de granulomes. Donc en fait, l'effet, c'était vraiment via les ovaires. Et quand on rajoutait de l'œstradiol, ça corrigeait tout ça. Alors on était parti du principe, assez sexiste d'ailleurs, que c'était forcément chez les femelles que ça se passait. Parce qu'on aurait pu faire ça chez les mâles, mais voilà. Donc, avant 2004, avec Jean-Louis, on avait des cerveaux assez genrés nous aussi. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On a progressé. On a progressé grâce à Julien Texoris, qui nous a rejoint après, et qui était un cerveau différent. Et où on a fait du transcriptome. On a regardé, alors la première information, c'est que quand vous infectez une souris, il y a 86% des variations géniques qui sont sexe-dépendants. Donc ça fait beaucoup. Et que finalement, quand on fait une analyse en composant principal, là où ça varie le plus, c'est chez les mâles que chez les femelles. Donc on avait vraiment un a priori très faux. Donc chez les femelles, vous voyez, c'est la distance qui finalement va représenter la variabilité. Et vous voyez, alors c'est les couleurs claires, c'est que les animaux ne sont pas infectés, les couleurs foncées, c'est que c'est infecté. Finalement, c'est assez proche pour les femelles, et c'est très large chez les mâles, donc probablement,
si on refait ce modèle, il faudrait le faire plutôt chez les mâles, c'est là où on aurait le maximum d'effet. Et c'est important pour la suite. Et dans les choses qui variaient, on avait chez les mâles beaucoup d'éléments de transduction et de l'expression de défensive. Et chez les femelles, c'était le premier cluster qui ressortait, c'était sur le rythme circadien, sur lequel on a travaillé par la suite. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce type de résultat? Ben, c'est l'individualisation du traitement. C'est ça qu'on va essayer. Alors, ça va sortir un peu du domaine de l'infection, mais c'est du sepsis, hein, c'est du choc septique. Alors, je vous demande un petit effort. Dans le choc septique, il y a une atteinte vasculaire, une vasodilatation, une atteinte cardiaque et le cœur qui s'emballe un peu n'importe comment. Et le traitement, jusqu'à présent, était de donner des vasopresseurs et des médicaments qui renforçaient le cœur. Et puis, il y a un mouvement inverse qui se crée avec l'utilisation de bêta-bloquants à courte demi-vie. Et un effet, une étude qui sort de Rome, une étude publiée dans le JAMA, et qui montre un fort effet sur la mortalité de donner de l'esmolol à ces patients. Cette étude n'a pas encore été répliquée. La différence de mortalité est étonnante. Et pour être allé à Rome voir comment ça se passait, il y a des questions qui se posent qui sont très, très justifiées. Mais en tout cas, il y a un effet de l'esmolol, parce qu'en fait, pour faire très simplement la chose, en ralentissant la fréquence cardiaque, on améliore le remplissage de la diastole, donc on améliore le volume d'éjection, et en plus on rétablit le couplage entre le cœur et les vaisseaux. Et donc, c'est l'effet bénéfique des bêta-bloquants. Alors on avait cette donnée, on veut tous travailler sur les bêta-bloquants dans le choc septique, hein, c'est super mode. Et on avait ces données aussi, qui est le fait que les bêta-récepteurs sont genrés, c'est-à-dire que finalement, quand vous leur faites une stimulation, leur expression diminue plus chez les mâles que chez les femelles. Probablement, il y a une internalisation des récepteurs, et c'est beaucoup plus marqué chez les mâles que chez les femelles. Ça, c'était la deuxième. Alors, la première notion, l'efficacité donc bêta-bloquant dans le choc septique. La deuxième notion, c'est un bêta-récepteur qui ne se comporte pas de la même façon chez les mâles et chez les femelles. La troisième notion, c'est que quand on crée un choc septique chez la souris, la réponse cardiaque n'est pas la même chez les mâles et chez la femelle, avec une réponse beaucoup plus marquée chez les mâles, c'est-à-dire que le mâle accepte beaucoup moins bien l'agression infectieuse que la femelle. Donc on est parti de ces trois points pour monter un modèle où notre hypothèse c'était que donner des bêta-bloquants, ça va améliorer la relaxation diastolique, donc le volume d'éjection systolique, le volume chez les souris, mais que alors c'est des rats, chez les rats, mais plutôt chez les mâles que chez les femelles. Et donc on a fait un modèle de péritonite au laboratoire, c'est Calypso Mathieu qui l'a fait. Alors c'était au CRMVN, là, on a fait donc in vivo des IRL pour voir, alors, on voyait comme ça la fonction cardiaque, on analysait tous les composants de la fonction cardiaque, et puis après, elle sortait les cœurs ex vivo, elle faisait une analyse métabolique de chaque cœur, et une analyse tissulaire. Alors on a eu le métabolisme énergétique, puis on a fait des gènes et des protéines, et on étudie en ce moment du transcriptome, je vous montrerai les premières données. Alors ce qu'on retrouve, c'est que d'abord, les bêta-bloquants, ça ralentit la fréquence. Non, on n'est pas encore là. Ça, c'est les animaux contrôle, et puis ça, c'est quand on a fait la péritonite. Donc quand on crée une péritonite, on met l'animal en sepsis, son cœur s'accélère, aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Quand on regarde le volume d'éjection systolique, on retrouve bien cette notion, il s'effondre, il diminue significativement chez les mâles, alors qu'il ne bouge pas tellement chez les femelles. Donc la réponse de l'hôte est modifiée au cours de l'infection. Alors le modèle, c'était les ponctions de côlon. Hein. Et puis après, on rajoutait du landiolol. Alors vous voyez déjà que quand on faisait cette péritonite et qu'on rajoutait du landiolol, la fréquence cardiaque baissait un peu chez les mâles, mais elle baissait franchement chez les femelles. Donc la réaction au landiolol n'était pas la même. Alors,
peut l'expliquer. Alors après, on n'a pas encore les datas pour ça. Hein. On pourrait se dire que si là, il y a une internalisation des bêta récepteurs, ben, finalement, le languedollol n'a pas retrouvé dans le récepteur, alors que là, s'ils ne sont pas internalisés, il les a trouvés. Et puis vous voyez que le languedollol était restauré le volume d'éjection systolique, c'est notre hypothèse. Hein. On ralentit, on améliore le remplissage diastolique, donc on améliore le stroke volume chez les mâles, alors que finalement, chez la femelle, ça ne faisait absolument rien. Et puis, alors là, c'est un autre marqueur, c'est en fin de diastole, c'est le volume en fin de diastole, c'est le marqueur probablement le plus juste dans notre recherche. Vous voyez, là aussi, c'est plus marqué chez les mâles que chez les femelles. Donc globalement, chez les mâles, on augmente le stroke volume, le volume d'éjection systolique, en réversant la réduction du volume diastolique, sans affecter la fraction d'éjection. Alors que chez la femelle, on a juste les effets indésirables du produit. On n'augmente pas le stroke volume et on diminue la fraction d'éjection. C'est exactement l'inverse qu'on recherche. Alors après, on a fait de l'analyse de médiateurs. Hein. Alors vous voyez, il y a des petites différences qu'on retrouve, mais qui sont quand même pas spectaculaires. On a beaucoup tourné autour et Jean-Louis nous a beaucoup aidé, mais c'était quand même difficilement interprétable au niveau des médiateurs habituels, standards de l'inflammation. Et plus je lis, plus je trouve que c'est difficile à interpréter. On dit anti-inflammatoire, point inflammatoire, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, il y avait sur les voies de signalisation, et c'est important dans le sepsis parce que l'apoptose est un phénomène majeur du sepsis. Il y avait des grosses différences, vous voyez, avec une diminution. Alors, là, on avait regardé la phosphorylation de l'AKT, hein, une baisse chez les mâles, alors que ça explose quand on met un bêta-bloquant chez les femelles. Il n'y a pas d'effet trop constaté chez les mâles. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas interpréter plus que ça, mais il y a quelque chose de différent qui se passe. En termes, alors, le tonus vasculaire est quelque chose de fondamental dans le choc septique. Hein. Il est médié par la hémosynthèse. Et vous voyez donc que les expressions de base, déjà, c'était connu, hein, sont très différentes entre les mâles et les femelles. Mais que chez les mâles, quand vous faites un sepsis, ben ça explose et donc vous pouvez penser que vous avez une vasodilatation massive qui est en partie corrigée par les bêta-bloquants. Chez les femelles, par contre, il n'y a pas tellement d'effet du sepsis sur la vasodilatation parce que le taux initial est haut. Par contre, quand vous donnez un bêta-bloquant, vous augmentez encore ça et probablement ça c'est délétère et c'est l'action des bêta-récepteurs périphériques qui entraîne une vasodilatation. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui se passe en termes de tonus vasculaire et donc de couplage cœur-vaisseau qui peut être important. Alors on a des données qu'on n'a pas encore totalement analysées mais qui sont en cours mais qui rejoignent les données que Julien avait sur la fièvre Q. Hein. C'est que, alors, il y a des variations au niveau du transcriptome, il y a des variations de gènes qui sont bien plus marquées chez le mâle que chez la femelle. Et ça, c'est exactement la même chose que je vous ai montré sur l'analyse composante principale tout à l'heure. Et par contre, quand vous donnez du languedollol, on dirait que ça réprime toutes les expressions et toutes les modifications. Voilà, ça c'est une autre façon de l'exprimer, qui montre en fait que la plupart des variations sont plutôt observées chez les mâles, et que le languedollol réprime la plupart de ces expressions. Alors ce qu'on trouve, c'est toujours les mêmes choses, hein, c'est de la réponse inflammatoire et de l'apoptose qui ressort le plus fort, mais c'est ce qui est connu dans le choc septique. Donc on n'a pas encore totalement analysé tout ça. Et on peut même arriver à faire une représentation genrée des bêta-récepteurs et de la bêta-modulation en fonction de l'ensemble de ces données. Alors tout ça, en clinique, il y a encore beaucoup de parcours, hein, parce que finalement, les décès, ce qu'on voit dans nos unités, alors c'est pas que des sujets âgés, mais vous voyez, dans le sepsis, 80% des décès sont après 65 ans, donc l'influence des hormones est peut-être différente. On avait fait un modèle dans le laboratoire entre des souris de 4 semaines et des souris de 14 semaines, donc jeunes et matures, hein, vous voyez que les différences étaient flagrantes, donc il y a vraiment un effet de l'âge. Les gens qui vous disent
l'âge n'a pas d'effet, c'est stupide, hein, c'est du politiquement correct pour être élu quelque part, mais en fait, il y a vraiment une immunosénescence. Et on est vraiment moins efficace quand on a des macrophages âgés que quand on a un macrophage jeune. Et même la réponse antibiotique est moins performante chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Puis il y a des tas de choses qui rentrent en compte. Hein, c'est quand on regarde de quoi meurent les patients sans choc septique, c'est les scores de gravité, c'est-à-dire le nombre de défaillances d'organes qu'ils présentent au moment où on le voit. D'accord? Et ça, finalement, ça montre toute l'importance d'un diagnostic précoce. Et puis voilà, si vous avez rajouté ça, c'est que même le sexe du chirurgien qui va prendre en charge le patient influe sur la survie du patient avec des meilleurs résultats quand ce sont des femmes par rapport aux hommes. Je ne suis pas sûr que la survie des patients soit toujours la chose à rechercher à tout prix. Je ne suis pas sûr qu'il faille interpréter cette data comme étant un truc sur les femmes sont fabuleuses. Peut-être que les femmes poussent dans les soins très très loin et c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, tout se discute là-dedans. Voilà, donc en conclusion, on a une incidence différente des maladies. On a plusieurs, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de facteurs intriqués qui rentrent là-dedans. On a une réponse cardiaque complètement différente à un traitement et ça peut changer la donne au pied du lit un jour ou l'autre, hein, de ne pas prendre les patients en charge de la même manière. Tout ça, c'est appuyé en plus par des données tissulaires qui sont des données qui confirment ces résultats. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a l'âge, il y a des tas de critères qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est un premier pas vers une individualisation du traitement. Je vous remercie.